Rebonjour Gelson. Merci d'être là et d'avoir accepté d'être à nouveau parmi nous pour reprendre cette discussion qu'on a entamée il y a quelques temps sur cette question de professionnalisation du football en Europe. Cette discussion qui avait été en fait entamée en ouverture d'un congrès à l'université de Lausanne sur la professionnalisation Beyond the Big Five. C'était le titre Rethinking the Professionalization of Football in Europe. Qui donc a été organisé par l'Université de Lausanne. Et lors de ce premier rendez-vous, toute une série de plusieurs participants ont posé des questions et on n'a malheureusement pas eu le temps d'y répondre à la suite de notre discussion. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour y répondre, qui sont tous liés à la professionnalisation du football au sens large et aussi à vous, à toi, Gelson, à ton parcours. Donc juste avant de commencer, j'aimerais juste savoir comment est-ce que tu vas. Ça fait un mois maintenant qu'on a eu cette première discussion. Tout va bien, tu étais en Afrique à ce moment-là. Qu'est-ce que tout s'est bien passé et comment tu vas de manière assez générale à l'aube de cet Euro qui commence dans une semaine? Ouais, non, tout s'est bien passé. Je vais bien, par la grâce de Dieu, en pleine santé. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous les participants pour mon absence live lors de la séance qui avait été prévue. Je m'en réjouissais vraiment d'y participer et puis d'échanger avec vous. J'ai l'occasion de le faire maintenant. Ça, ce sont les bonheurs de la technologie. Et puis voilà, je me trouvais en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément, pour un voyage pour le football, pour amener des choses au football, pour aider le football à se développer. Et me voici de nouveau avec vous. Et je vais prendre un grand plaisir à répondre à toutes vos questions, sollicitations, et puis au plaisir de vous revoir tous très vite. Merci, c'est super. En tout cas, on se réjouit de tout ça. Alors, les questions, elles vont porter sur principalement trois aspects. C'est ce qui a visiblement intéressé le plus les participants à ce rendez-vous. La professionnalisation du football, donc du métier, un petit peu des ligues et des médias aussi. Une deuxième série de questions concerne un peu plus la question de la régulation du football, qui est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Et puis enfin, une dernière série de questions sur ton parcours individuel, surtout sur le parcours post-footballistique. On a donc, pour commencer, Kevin Grézet, qui lui se pose la question, se demande comment le rapport à la discipline sportive, donc au football, évolue lorsqu'on passe du monde amateur au monde professionnel. De manière un peu plus précise, il se pose la question de est-ce que ces sensations restent les mêmes? Est-ce que l'envie reste la même? La motivation aussi? Et puis les intérêts peut-être? Qu'est-ce qui se passe un peu quand on passe du foot amateur au foot professionnel? Alors, je dirais que le foot amateur, les gens le font souvent par plaisir, parce qu'ils aiment le jeu, ils aiment le football et ils prennent énormément de plaisir. Il y a cet esprit de camaraderie, il y a les apéros après le match, il y a tous ces échanges, toutes ces émotions que tu peux vivre à travers le foot qui sont bien présentes. Elles sont tout autant présentes dans le monde professionnel. Je dirais ce qui change fondamentalement, c'est les enjeux économiques. Si tu es dans le milieu professionnel, c'est ton métier, ça veut dire que tu gagnes ta vie avec cela et la relation avec le partenaire, la relation avec le staff, ou la relation entre le staff et les joueurs peut être parfois différente, où il peut y avoir des intérêts qui sont divergents par rapport au football amateur. Après, il y a cette ambition qui est personnelle, mais qui doit servir le collectif. Et ça peut arriver que l'ambition personnelle passe au-dessus du collectif ou est plus importante pour le joueur, l'athlète, l'entraîneur que les ambitions collectives. Et c'est ça le grand danger du foot professionnel, c'est arriver à fédérer les gens derrière un projet pour qu'ils puissent ensemble vouloir aller au bout des choses.
Ok, tu as parlé justement de cette activité. Je fais un petit suivi par rapport à cette question, parce que je trouve ça assez intéressant, qui se fait par passion, qui se fait par plaisir lorsque c'est amateur, et puis ensuite il y a des enjeux plus forts. On entend souvent d'anciens joueurs ou des joueurs encore en activité dire qu'ils ont la chance de vivre de leur passion. Mais est-ce que c'est un discours qu'il faut avoir, ou est-ce que vraiment tous les joueurs sont passionnés par ce qu'ils font, ou est-ce que toi, tu as aussi pu côtoyer certains joueurs qui, bah, ma foi, oui, c'est mon métier, je le fais parce que je dois le faire, qui n'ont peut-être plus ces sensations qu'on pourrait avoir quand on est plus jeune et quand on joue avec vraiment ce plaisir. Je pense que quand on est jeune, on aime ça. Mais il peut y avoir une saturation de la part d'un sportif ou d'un footballeur professionnel parce que tu peux aimer le foot entre 5 et 25 ans, mais peut-être après 20 ans de football, c'est comme tout dans la vie, tu en as un petit peu marre. Par contre, si c'est son métier et que tu en as un petit peu marre, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut savoir que faire d'un jeu ton métier, un jeu à la base, hein, parce que ça reste un jeu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, il y a des sacrifices à faire, évidemment, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre, mais je pense que ça en vaut la chandelle. Et puis surtout, à la base, je pense que chaque enfant qui commence à jouer au foot, il aime ce qu'il fait. Après, au travers des années, il y a aussi des situations qui changent. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui poussent aussi leur enfant à jouer au foot parce que ça a aussi un attrait économique et puis c'est aussi une façon de changer de changer au niveau social, hein, carrément. Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, j'ai vu dans des terrains des papas, des mamans qui sont à fond derrière leur fils, mais parfois pas pour les bonnes raisons, même si je pense qu'ils aiment leur enfant. Hein, j'en suis persuadé, je ne remets pas ça en cause. Mais je pense que cette forme de pression, il faut essayer de l'évacuer parce que l'enfant est là pour jouer. Donc, je pense que les enfants aiment le foot. Et puis, si tu n'aimes pas ce que tu fais, je pense que tôt ou tard, tu ne feras pas les efforts nécessaires, en tout cas au très haut niveau, à y réussir. Après, il y en a qui le font aussi et qui sont plus trop passionnés, mais ils gagnent leur vie comme ça et puis ils le font pour gagner leur pain. Merci, merci. Bah, c'est intéressant. Ça va me permettre de faire la transition avec le deuxième point. Tu as parlé de ces pressions. C'est une question que se pose Anthony Guihur. Il évoque l'évolution très rapide du football ces 20 dernières années, avec une pression accrue sur les joueurs, notamment sur leur performance. Il se demande aussi comment ces joueurs, et peut-être maintenant les plus jeunes, vivent ces nouvelles pressions. C'est déjà une chose. Et puis, dans un Alors, deuxième temps, aussi comment les centres de formation ont dû peut-être aussi se réformer, hein, pour détecter des potentiels toujours plus au top, en fait. Donc, voilà, comment est-ce qu'on vit ces pressions, et puis comment est-ce que les centres de formation, enfin, ont pu se réformer? bon, ce sont deux choses différentes, mais je vais y répondre. Ce qui se passe fondamentalement, c'est que là, aujourd'hui, l'accès au match, l'accès aux compétitions est beaucoup plus grand qu'à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, le monde médiatique a aussi eu une évolution les 20 dernières années absolument incroyable, dans le même rythme que le foot. La technologie a aussi vécu une transformation incroyable aussi, donc très rapide. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde a accès au match, tout le monde a accès à la performance du joueur, tout le monde a accès aussi au joueur, tout le monde peut juger, critiquer le joueur. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que tu ne fais plus ta carrière dans le calme absolu et où uniquement les personnes qui sont allées au match peuvent être critiques envers toi et le faire. Et même quand elles le font au niveau oral, entre elles, ou si elles ont la chance de te croiser en ville ou que ce soit ton voisin. Donc, c'est plus pareil. La pression aujourd'hui est beaucoup plus grande chez les joueurs de foot et il faut préparer les jeunes à vivre avec cette pression. Il faut aussi préparer les jeunes à tout ce qui arrive avec les données économiques, avec les pressions qui peuvent être extérieures, les attentes qui peuvent aussi être très grandes selon où tu es. Ce n'est plus le même métier qu'il y a 20 ans. Et pour les centres de formation, Ouais. la chasse au grand talent est telle qu'il faut arriver le plus vite possible. Donc aujourd'hui, de plus en plus jeunes, les clubs essayent d'identifier les joueurs à fort potentiel et puis de tout faire pour les avoir parce que les prix sont si grands que vaut mieux produire chez toi un joueur
que de devoir l'acheter. Donc, les intérêts financiers, je pense qu'ils sont déjà élevés. Et quand un joueur a du potentiel, à 12, 13, 14 ou 15 ans, le club va déjà miser parfois des sommes folles sur lui et son entourage. Et c'est aussi un effet pervers sur la relation qu'après peut avoir un joueur avec ses parents ou des parents avec un club. Oui, effectivement, tu as parlé de ces enjeux financiers qui peuvent être Ouais. très importants, déjà très rapides. C'est une Ouais. question d'ailleurs que se pose Alpha Diallo. Ah, Il évoque donc ces grands clubs qui mettent en place une forme d'accompagnement des joueurs dans la gestion financière. Où sont-ils livrés à eux-mêmes? Ils se posent la question si vraiment il existe quelque chose non. ou Alors, pas. il pourrait exister, mais il faut savoir que la gestion et l'accompagnement, c'est difficile parce que c'est conflit d'intérêts. Et le club te paie, effectivement, mais si ça tourne mal, pour X raisons, et ben c'est compliqué pour le club aussi. Tu vas te retourner contre lui et puis ça va donner une forme de relation qui n'est pas optimale. Par contre, là où je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire, c'est une éducation financière à donner aux jeunes dès le plus jeune âge au centre de formation, etc. Une éducation financière euh, qui, elle, est transmise aux joueurs, voire à leur entourage, pour que le joueur puisse, une fois, venir et avoir connaissance de certaines choses, parce que les montants qui sont après en jeu sont énormes et le joueur ne sera pas en faculté, n'aura pas les outils nécessaires pour pouvoir gérer tout ça s'il n'a pas dans son entourage des gens capables de le faire. Et qui devrait, on comprend bien, qui devrait, selon toi, être responsable Je de pense que ce travail? les clubs sont responsables du moins de l'éducation. Ensuite, dans la gestion, il y a des professionnels pour ça. Mais je pense que dans l'éducation, les clubs ça fait partie de leur rôle social. Mais est-ce que cette formation à une meilleure gestion financière devrait plutôt venir des agents? Est-ce qu'elle devrait venir des fédérations nationales, voire internationales, ou d'acteurs Les extérieurs au agents, football? non, je pense que c'est important que l'athlète comprenne ce qui se passe, comprenne où va son argent, comprenne pourquoi il y va, comprenne les risques qu'il comporte, parce que l'athlète n'a qu'une carrière. Il n'a pas vraiment de possibilité d'en faire une deuxième. Peut-être oui, mais dans un autre rôle. Donc, c'est extrêmement important que déjà, il faut avoir un entourage qui soit sain. Ça, c'est déjà relativement compliqué, mais je pense que c'est important au niveau social d'avoir des gens qui sont là présent pour le bien du joueur, pour lui expliquer dans un premier temps les choses. Ensuite, s'il n'est pas en mesure, s'il n'a pas compris, ne pas faire quand tu ne comprends pas. C'est le conseil que je donne. Ok, super. Donc ça, c'était pour cette première série de questions qui a posé, qui était un petit peu centrée sur cette question de professionnalisation. Pour terminer ce point-là, on est plus cette fois-ci sur la professionnalisation de la ligue, des médias et notamment en Suisse. On a une question de la part de Manuele Ferrini et qui évoque donc au vu de ton expérience internationale dans différents pays, en Suisse et à l'étranger, quel est selon toi le niveau de professionnalisme du championnat suisse et en quoi les clubs suisses doivent s'améliorer pour se rapprocher des grands clubs européens? Bon, des très grands clubs européens, au niveau des infrastructures, il y a un vrai problème parce que les infrastructures des clubs suisses, des infrastructures d'entraînement, très peu de clubs suisses ont un vrai centre d'entraînement digne de ce nom. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de club avec une vision sur le long terme. On a des clubs qui se battent pour une survie, qui se battent pour clore leur budget et avoir des ressources. Mais on n'a pas de club aujourd'hui avec une vision suffisamment grande pour avoir un pôle d'entraînement, un centre d'entraînement digne de ce nom qui finalement produit les joueurs. Alors, je me suis toujours posé la question pourquoi ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est une donnée économique, mais je pense que notre fédération aurait pu à un moment donné aussi utiliser les fonds propres pour bâtir leur propre centre de formation, leur propre centre d'entraînement avec logement, etc. Un centre technique, je dirais, uniquement dédié à la fédération. Il y a des financements qui sont faits par l'UEFA, des financements qui peuvent être faits par la FIFA. Ce sont des choses qui sont réalisables pour peu que tu aies des projets qui soient bien montés. Et je pense que c'est ça. Les clubs suisses manquent aujourd'hui d'infrastructures dignes de ce nom pour développer des joueurs de très haut niveau.
Alors, là, je fais aussi un petit complément parce que c'est vrai qu'il existait de tels centres de formation gérés au niveau national pendant un certain temps. Johan Djourou, par exemple, pour en citer qu'un, il me semble, Oui, mais avait été à Payerne dans un centre de formation de l'ASF. Et alors je te ça coupe. a disparu avec le temps. Et les clubs ont ensuite repris la main, non? Oui, les clubs ont repris la main, mais le centre de préformation de Payerne, de formation à Payerne, était dans un terrain qui n'appartenait pas à l'ASF, que l'ASF louait. Il n'y avait pas vraiment de gym digne de ce nom avec toutes les machines qu'il faut faire, de tests, etc. Donc, c'était plutôt un centre de sport-études pour les grands Ok. talents romans. Et voilà, les clubs ont repris la main. Ils ont des subventions qui sont mises en place. Mais aujourd'hui, bon, je vois que par exemple à Lausanne, il y a des centres, il y a des terrains d'entraînement qui sont bien pour les jeunes, les vestiaires sont bien à la Tuilière, mais ça reste des pelouses synthétiques. Ensuite, il y a tout ce qu'il faut, la salle de force, les repas, les logements pour les joueurs. Non, je pense que là, il y a de la marge et là, il faut essayer d'aller vers l'excellence parce qu'à la fin, c'est ce qui compte. Ok, très bien. Donc, on retiendra vraiment la question des infrastructures. Et d'ailleurs, derrière ça, il y a évidemment un investissement financier qui doit être conséquent. Et on sait alors aujourd'hui, les droits TV sont beaucoup responsables d'une part, d'une grande partie du budget des associations nationales. La médiatisation, pour revenir à la médiatisation, et c'est une question de Fantin Moreno que certains connaissent, puisqu'il est journaliste à la RTS et notamment très très grand fan de football sur Couleur 3. Et donc Fantin constate que les médias sportifs traditionnels ont un peu de la peine à faire le pas des analyses stats avancées. Alors, il évoque quelques exemples et il pense à certains pays comme en Belgique par exemple qui peut-être sont un peu plus avancés sur ce plan-là. Selon lui, la Suisse est à la traîne à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu as une idée pourquoi et de manière générale, est-ce que tu penses que d'un point de vue de la médiatisation, on pourrait rendre le football plus attractif encore, notamment à la télévision? Alors, c'est aussi une question de moyens. Toujours, on revient au nœud de la guerre. Je pense que les médias manquent peut-être de créativité. Ça peut être un fait. Mais ensuite, pour le développement, là, il faut des gens qui aient des idées, il faut des gens qui soient conscients de cela et puis qui veuillent bien y aller dans cette direction-là. Très bien, merci. Donc ça, c'était la dernière question qui portait sur ce premier sujet de professionnalisation. On a toute une série de questions qui ont intéressé, qui ont été posées par les participants au sujet de la régulation. Régulation du foot professionnel. On a notamment Jérémy Moulard qui se demande si alors, l'enjeu du football n'est pas plutôt de contrôler, de réguler les charges d'exploitation plutôt que de chercher systématiquement avoir plus de fonds. Hein. On en avait parlé d'ailleurs, il évoque les salary cap, la suppression des transfert fees, etc. Deux questions qui sont liées spécifiquement au fair play financier. Et là, c'est donc Anthony, de nouveau Guyur, qui se pose la question de la pertinence d'un contrôle financier au niveau européen, donc extra-footballistique, en plus du fair play financier, qui, selon lui, ne tient pas compte des dettes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais Qu'est-ce que tu penses de tout ce contrôle financier actuel bah, et ce qui manque? déjà, le plan d'amortissement des dettes, il est propre au club. Donc, si tu mets en place, quand tu mets en place un fair play financier, il y a des clubs qui avaient déjà des dettes. Le problème aujourd'hui que tu as, c'est un problème de régulation au niveau et de loi au niveau européen. Donc, tu ne peux pas avoir un organe de régulation au niveau européen si les pays n'ont pas les mêmes lois. Ça, c'est la première des choses. C'est le grand problème que tu as. Ensuite, sur les charges d'exploitation des clubs, et le poids de la masse salariale. Chaque club est libre, lui, de mettre un plafond salarial et de s'y tenir dans sa stratégie de développement. Le Bayern Munich a dit, lui, qu'il ne dépasserait jamais un seuil pour l'achat de joueurs, qu'ils ne vont pas dans ces sphères-là. Le Bayern Munich peut se le permettre. Le Bayern Munich pourrait contracter des dettes pour le faire et faire la course aux champions. C'est une stratégie qu'ils ont établie parce qu'ils pensent sur le long terme. Et les clubs sont libres de le faire. Ceux qui signent les contrats, ce sont les joueurs, ce sont les présidents, ce sont les conseils d'administration. Donc, si
tu ne veux pas ou tu veux réguler ton bilan comptable dans tes charges d'exploitation, le poids de la masse salariale plus bas, tu peux le faire. Mais tu dois accepter ou tu dois avoir une autre stratégie de développement et une autre stratégie pour rester au plus haut niveau si ton ambition, c'est uniquement de rester au plus haut niveau. Peut-être qu'il faut produire des joueurs et ensuite qui partent de chez toi au bout de 4-5 ans quand tu as un degré de rémunération. Peut-être qu'il faut plus investir dans tes infrastructures, dans ton stade, au lieu de faire la course à l'achat de joueurs, parce que finalement, un joueur, tu l'achètes, c'est le patrimoine du club en lui-même, il est très volatile. Il y a les contre-performances qui peuvent être prises en ligne de compte, il y a les blessures qui peuvent être prises en ligne de compte, le joueur peut aller au bout de son contrat. On voit le cas du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a acheté Mbappé très, très cher. Mbappé, aujourd'hui, il reste 1 an de contrat. Donc, ils sont, Paris Saint-Germain, à 6 mois d'une catastrophe financière, d'un échec financier énorme parce que le joueur n'a toujours pas prolongé son contrat. J'ose espérer pour eux qu'ils arriveront à le prolonger, mais c'est ça la clé. Je pense que la clé, c'est d'investir dans tes infrastructures, d'investir dans ton développement financier pour avoir une exploitation financière qui soit plus saine et avoir d'autres sources de revenus avec le e-football, par exemple, etc. Ouais, et donc c'est vrai que ça pose la question de ce fair club financier, du respect aussi des règles qui sont imposées par l'UEFA. On a une question de Zaklina Trashkovska qui se demande s'il ne faudrait pas sanctionner les clubs qui ne respectent pas ces règles strictes que la FIFA et l'UEFA ont mis en vigueur pour garantir un équilibre financier dans le football. Est-ce que tu penses qu'il manque de sanctions à ce niveau-là? Je suis pas assez spécialiste dans le fair play financier, dans les sanctions pour le dire. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a eu un petit peu de laxisme aussi. Mais aujourd'hui, tu ne peux, par exemple, après cette pandémie, tu ne peux pas établir le fair play financier parce que c'est pas possible que les clubs s'y tiennent. Ils ont des pertes tellement élevées. Donc, comment tu fais? Est-ce que c'est des pertes qui sont dues au Covid? Est-ce que c'est des pertes parce que la planification du club a été trop élevée, ils n'ont pas fait attention à ça? Est-ce qu'il faudrait que les clubs aujourd'hui se créent des réserves en cas de coup dur, comme il y a eu là? Il y a bon nombre comment dire, je pense, d'enseignements à en tirer. Ok, très bien. J'arrive à la fin de cette deuxième point avec une dernière question un peu liée à la régulation. C'est en fait Emmanuel Bale, que tu connais d'ailleurs, professeur à l'Université de Lausanne en management du sport, qui s'interroge sur la question de la solidarité dans le football. On l'avait pas mal évoqué lors du premier entretien. Est-ce que tu penses, il pose la question, est-ce qu'il pense qu'il y a suffisamment de solidarité dans ce monde où on a l'impression que chacun défend ses intérêts particuliers? Il constate, donc Emmanuel, qu'il y a peu de solidarité entre les clubs ou entre les joueurs. Ou entre les joueurs, oui, tu pourras préciser tout ça, notamment pour négocier la construction des modèles d'organisation du football de demain. Qu'en est-il des négociations collectives, une des grandes réussites du sport américain, par exemple? Donc, en résumé, pour sa question, c'est comment faire émerger plus de solidarité dans le monde du foot européen. Alors, la solidarité, elle doit venir de la part des clubs et des fédérations parce que les joueurs, ils n'auront pas de solidarité à ce niveau-là parce qu'eux, ils ont une carrière. Donc, eux, ils vont penser à eux et à leur famille. Donc, eux, ils ne vont pas aller dire on va baisser le salaire parce que celui qui arrive après moi, il faut qu'il puisse avoir une carrière. Ça, c'est relatif. Ça, il faut oublier, je pense, pour Emmanuel. Après, sa question est pertinente. En Bundesliga, par exemple, Borussia Dortmund était en grande difficulté. Le Bayern Munich a prêté de l'argent à l'époque quand le Borussia Dortmund était au bord de la faillite pour que le Borussia Dortmund puisse s'en sortir. Pourquoi le Bayern Munich a fait? Parce que le Bayern Munich a dit la Bundesliga a besoin d'un grand Borussia Dortmund et d'un Borussia Dortmund à l'intérieur du championnat. L'année passée, lors de cette crise qui a touché le monde du football, qui a touché la planète lors de la pandémie, les clubs de Bundesliga qualifiés pour la Ligue des Champions avaient droit à des primes supplémentaires qu'ils ont accepté de ne pas encaisser pour reverser dans la Bundesliga et que ça soit partagé envers tous les autres clubs qui ne sont pas en Ligue des Champions. Ça, ce sont des exemples qui sont forts, de solidarité au sein même d'un championnat. Les clubs
les clubs, je ne dirais pas qu'ils sont éternels, mais ils sont voués à continuer à exister. Les athlètes sont voués à un jour être en faillite, et puis là, c'est plus compliqué. Donc une Être en faillite, solidarité être en fin en fin de carrière. en fin de carrière. On n'espère pas Et qu'ils après, se retrouvent tous en parfois, en fait, faillite. Non, on voit bien que selon toi, la solidarité possible à mettre en place entre les clubs, un peu plus difficile entre ouais. joueurs. On avait parlé pas mal de Par les joueurs, c'est plus syndicats. compliqué. Par les Ouais. joueurs, c'est plus compliqué. Même si les joueurs sont pas, je ne dirais pas qu'ils sont égoïstes, mais les joueurs, si c'est pour protéger leur club sur une courte période, ils le font. Mais si c'est pour moins gagner d'argent sur 7 ou 8 ans, je vois là, c'est compliqué. Ok, dernière question sur ta carrière individuelle, plus principalement sur toi et sur ton avenir. Ça a intéressé plusieurs personnes, notamment Ouais. Sylvia Lynn Lamaro, Jean-Laurent Bourquin et aussi David Lemos, que tu connais aussi sans doute de la RTS, qui va commenter l'Euro d'ici quelques semaines. Donc David se demande et se souvient qu'avant de prendre ta retraite, tu semblais te diriger vers le métier d'agent. Tu as fait aussi un peu comprendre lors du dernier entretien que tu avais d'autres envies aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, premièrement? Et puis, si tu te projettes à 5-10 ans, quel est ton dream job? Alors, moi, c'est très court, hein, soyons honnêtes. Moi, il y a énormément de joueurs et d'athlètes qui m'ont posé des questions, demandé de l'aide par rapport à mon réseau pendant que je jouais ou maintenant, et surtout des conseils par rapport à mon expérience. Et j'ai été voilà, j'ai toujours été team player. Je pense qu'on peut redonner au football et je pense que pour ça, il y a pas de souci. Moi, je serai toujours à disposition pour des gens qui en ont besoin parce que ça fait partie de ma nature. Mais par contre, aller au bord d'un terrain pour voir des jeunes joueurs de 14 ans, de 15 ans, et puis penser qu'ils ont plus besoin d'un conseiller qu'effectivement leur famille ou d'un club qui les suit, ça c'est erroné. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est fait pour moi. Par contre, donner un coup de main à un joueur, par exemple de notre pays, qui a besoin, qui ne se sent pas bien, dans la mesure du possible, si mon futur métier me le permet, et si ce n'est pas un conflit d'intérêts, il n'y a pas de souci. Un dream job d'ici 10 ans? Gelson Non, Fernandez, il alors moi, fera quoi? je pense que mon avenir se trouve fondamentalement dans un club ou dans une fédération. Ça, je le sais avec le recul, parce que aussi quand on joue, on n'a pas de recul par rapport au terrain, par rapport à ce qui est fait pour toi, par rapport à ce qui t'épanouit finalement. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est d'être épanoui dans ce que tu fais, et puis voilà, de te réaliser en tant qu'homme. Et ça, c'est important. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Et voilà. Un dream Super. job serait tout simplement, moi, tu sais, c'est si je suis dans le foot, si je peux participer à un développement, à un projet collectif, si je peux participer à redonner aux gens et à transmettre aux gens de l'émotion, des souvenirs, bah, je serai l'homme le plus épanoui du monde. Très bien, on va terminer par tout ça. Merci beaucoup, Gelson. Merci pour ce temps, merci vraiment pour ta disponibilité à nouveau. Je pense que c'est super intéressant de pouvoir échanger avec toi et de voir que tu es aussi à l'aise à répondre à toutes les questions des gens qui s'y intéressent. Je regardais encore récemment certains entretiens avec des joueurs en activité et c'est vrai qu'on a parfois l'impression que la communication est tellement aujourd'hui maîtrisée que ça devient très difficile d'avoir une discussion franche avec des sportifs de haut niveau. Donc, je pense Ouais. que c'est important. C'est aussi ça que les gens ont envie d'entendre. Et c'est ça qui fera aussi le succès à un moment donné du football, de la médiatisation de ce sport. Un petit mot de la fin de ton côté, Gelson? Oui, j'espère découvrir l'Université de Lausanne en vrai, hein, en Avec grand présentiel. plaisir. Je me- J'espère qu'on pourra refaire ce genre d'événement, mais non pas de manière virtuelle, de façon réelle, physique, et puis partager un verre, pourquoi pas, à l'issue de cela. Avec grand plaisir. On se réjouit d'avance. Merci beaucoup, Gelson. Une très bonne fin de journée. Merci.